France Inter. Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, les aventures de Henry Pitman, le premier Robinson Crusoe. C'est un miracle qu'il soit revenu et qu'il ait pu un jour raconter son histoire. Henry Pitman, un Anglais coupable de rébellion, condamné en 1685 à l'exil et à l'esclavage dans les Caraïbes. Son destin était de mourir d'épuisement dans les plantations de canne à sucre de la Barbade, une colonie anglaise où seule régnait la loi du plus fort. Mais c'était sans compter avec l'extraordinaire rage de vivre de Pitman, sa soif de justice et de liberté, sa foi aussi, qui vont le conduire une nuit à voler une chaloupe et avec quelques compagnons d'infortune à prendre la mer pour une destination inconnue. Mieux vaut mourir libre que de survivre en esclave. Échappant de peu à une tempête, la chaloupe échouera sur une île perdue écrasée par le soleil, Saltatudos, où ces Anglais dits civilisés, luttant contre le désespoir, apprendront à survivre dans la nature la plus sauvage, au milieu des oiseaux et des tortues de mer. Ils feront aussi la rencontre de l'autre, un Indien providentiel, préfiguration du bon sauvage de Rousseau, mais surtout du vendredi de Robinson Crusoe. Car sans nul doute, le récit de Pitman inspirera Daniel Defoe dans l'écriture quelques années plus tard de son célèbre roman d'aventure. Les deux hommes qui vivaient à Londres, près de la cathédrale Saint-Paul, se sont peut-être d'ailleurs même rencontrés. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Baudouin Millet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en études anglophones à l'Université Lumière Lyon 2 et c'est vous qui avez dirigé la nouvelle édition de Robinson Crusoe dans la Pléiade chez Gallimard. Alors, l'histoire du roman Robinson Crusoe, publié pour la première fois en 1719, n'est pas simple. On y reviendra plus longuement en deuxième partie d'émission. Mais ce qui est sûr, c'est que son auteur, Daniel Defoe, même s'il a eu une vie aventureuse, il a connu la prison, le pilori, mais il n'a jamais quitté les îles britanniques. Et on a souvent dit que le personnage de Robinson Crusoe, Daniel Defoe l'avait trouvé dans l'histoire vraie d'Alexander Selkirk, qui avait eu des aventures, des mésaventures dans le Pacifique. Mais il semblerait que Henry Pitman soit le premier personnage qui ait inspiré Daniel Defoe. Avant de raconter les aventures de Henry Pitman, Baudouin Millet, j'aimerais que vous nous rappeliez ce qu'était l'Angleterre au XVIIe siècle. Ce qu'on appelait le siècle des révolutions, un contexte politique et religieux assez agité, violent même. Oui, c'est une période que les Français connaissent mal, puisqu'on est fiers de notre révolution française qui n'a eu lieu qu'à la fin du XVIIIe siècle. Les Anglais ont connu deux révolutions au siècle précédent. Une première dans les années 1650-1660, au cours de laquelle on coupe la tête du roi Charles Ier, et puis une deuxième dans les années 1688-1689, qui voit un changement de dynastie. Donc c'est une tension, un conflit entre le pouvoir royal qui aspire à un absolutisme un peu à la française et le Parlement qui tient justement à ne rien céder. Tout à fait, il y a une opposition politique et puis qui est recouverte aussi par des divergences religieuses, puisque le roi en place au moment de la Restauration, Charles II, est favorable à un rapprochement de l'Église anglicane et de l'Église catholique, ce qui met en fureur les dissidents et même une partie des membres de l'Église anglicane qui sont partisans de la réforme. Et puis, ces tensions religieuses sont exacerbées avec l'avènement de son successeur, son frère Jacques II, en 1685. Donc c'est là que commence l'histoire de Pitman, justement, puisque Jacques II est un catholique. Il s'est converti au catholicisme au moment où il était en exil en France. Et cette conversion au catholicisme donne lieu à des problèmes d'administration du peuple qui se rebelle. Et les puritains, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors les puritains, c'est un ensemble d'églises réformées qui ne se reconnaissent pas dans l'église officielle, qui est elle-même aussi protestante depuis le schisme d'Henri VIII à la fin du XVIe siècle. Se reconnaissent pas dans l'anglicanisme. Se reconnaissent pas dans l'anglicanisme pour plusieurs raisons, notamment les radicaux, les dissidents, qu'ils soient baptistes, qu'ils soient presbytériens, qu'ils soient quakers, refusent l'organisation hiérarchique de l'Église.
Et puis, ils sont beaucoup plus radicaux, ils sont d'obédience calviniste plutôt que luthérienne. Ils sont pour un parachèvement de la réforme et ça les oppose assez nettement à l'église officielle anglicane. En 1685, il y a une révolte, une tentative en tout cas de révolte, de rébellion qui est menée par le neveu du roi, un certain duc de Monmouth, qui est le bâtard du roi précédent. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc le duc de Monmouth mène une rébellion contre le roi, mais cette rébellion va être écrasée. Et parmi ces hommes qui ont participé à cette rébellion, il y a Pitman et il y a Daniel Defoe. Oui, et ce qui les a décidés à rejoindre le duc de Monmouth, c'est un problème de succession, puisque Charles II, qui était favorable à un rapprochement de l'anglicanisme et du catholicisme, était quand même malgré tout un anglican, un protestant, tandis que son frère Jacques II est un catholique, ce qui donne lieu à une rébellion à l'été de 1685, avec un débarquement sur les côtes du Dorset, avec pour idée de prendre Londres. Mais ça va être une totale bérésina. C'est une catastrophe puisque dès le mois de juillet, il y a une défaite de Sedgemoor aux portes de Bristol. Ce qui se passe est assez terrible pour le duc de Monmouth qui est exécuté à la hache, comme on exécutait les nobles à l'époque. C'est assez violent. Oui. Plusieurs coups de hache nécessitent... Alors, les historiens divergent sur le nombre de coups de hache qu'il a fallu asséner au pauvre duc de Monmouth, qui a été achevé au couteau par le bourreau. Et il y a plusieurs centaines de partisans du duc qui sont également mis à mort et découpés en quartiers pour crimes de félonie. On expose leur quartier de chair ici et là. Et en revanche, certains qui ne s'étaient pas aussi fortement engagés dans la rébellion sont simplement envoyés dans les colonies, dont la colonie de la Barbade, où Pitman est envoyé à l'été 1685. Et donc, Daniel Defoe, lui, échappe à l'arrestation. Il échappe. Vous disiez qu'il n'avait pas quitté les îles britanniques. On se demande s'il ne serait pas passé quelques moments en France, sachant que plus tard, il réussit à se faire passer pour français lors de ses opérations d'espionnage en Écosse dans les années 1700. On ne sait pas exactement. C'est un homme mystérieux. Baudouin-Millet, on reprendra tout à l'heure cette discussion sur Henry Pitman et sur Robinson Crusoe et sur, bien sûr, Daniel Defoe. Tout de suite, les aventures de Henry Pitman, le premier Robinson Crusoe, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire, réalisation Cédric Ossire. Moi qui n'ai jamais quitté Londres, me voici en pleine mer des Caraïbes, à des milliers de miles de chez moi. 10 ans de déportation, notre rébellion écrasée. Nous avions tant espéré pour l'Angleterre et nous sommes vaincus. À cette heure, combien des nôtres sont morts, exécutés à la prison d'Ilchester? Je dois sans doute m'estimer heureux d'être seulement déporté. Ce vieux trois-mâts menace de nous envoyer par le fond à chaque instant. Si Dieu me prête vie, c'est la rage de l'injustice qui me fera tenir. Mon frère est, paraît-il, sur le bateau, mais où? Je n'aurais jamais dû l'entraîner dans cette désastreuse aventure. Il reste un espoir tout de même. Le capitaine, contre l'argent que lui a donné notre famille, a promis de nous libérer en arrivant à la Barbade, mais tiendra-t-il sa promesse? En tout cas, pas question de gâcher 10 ans de ma vie à couper de la canne à sucre. Je reprendrai ma liberté. La première occasion sera la bonne. 1er janvier 1686, dans la cale d'un vaisseau en route vers les Caraïbes. Henry Pitman, 30 ans, beaucoup de prestance, orgueilleux et réservé, chirurgien londonien de petite noblesse, a été condamné à la déportation en tant qu'opposant politique. 6 mois plus tôt, Pitman s'était engagé dans la rébellion menée par James Scott, duc de Monmouth, dans le but de renverser le roi d'Angleterre. Mais les rebelles, rapidement défaits à la bataille de Bridgewater, subirent une sanglante répression. Le duc de Monmouth était exécuté immédiatement, 300 rebelles furent condamnés à mort, 800 autres, dont Henry Pitman, déportés dans les plantations sucrières de la Barbade. Depuis 3 jours, la tempête se déchaîne. Quelle puanteur! Et la cale se remplit d'eau d'heure en heure. Docteur, est-ce qu'on va mourir? Mais non, petit. Pas tout de suite.
épouvante. Mon Dieu, je vous en prie, sauvez-moi. La vague est passée. Essaye de dormir. Ça secoue rudement, hein. Ce petit gars est déporté pour dette. Et vous? Moi aussi. Dette de jeu. Dette de jeu. Allez, vous mentez, je vous connais. Vous êtes Henry Pittman, partisan du duc de Monmouth. Ne vous inquiétez pas, j'en étais aussi. John Wicker. J'étais son chirurgien. Au changement de marée, le vent va tomber. Vous croyez que nous sommes encore loin? J'ai évalué notre voyage à peu près 5 semaines. Nous devrions bientôt arriver, si nous ne périssons pas en mer. Remercions le ciel de ne pas avoir été pendus. Il y en a, vous croyez, qui ont échappé à l'arrestation? Oui. Je n'ai pas vu le jeune Daniel Defoe, par exemple. Ah, lui? Un partisan de la première heure, un écrivain de talent. C'est vrai, je ne l'ai pas vu au tribunal. Par Dieu, nous avons de l'eau jusqu'aux genoux. Allez, venez. Il faut relever ceux qui sont trop faibles avant qu'ils ne se noient. Allez, Thomas. Ne te laisse pas aller, mon vieux. L'eau monte. Oui. Je me demande si nous reverrons Londres un jour. Bien sûr. Et justice sera faite. La vraie. Pas celle qui nous a arraché des aveux de force. Oui. Confesse tes fautes et sois pendu. Ça se calme, on dirait. Le jour se lève sur l'océan. En quel endroit du monde sommes-nous? Si loin de chez nous? Il faut tenir, John. Gardez confiance. Terre! Terre! Docteur, regardez! La brume vient de se lever. La Barbade, c'est donc ça. Du sable blanc. De drôles de figuiers pendent des lianes sous le soleil. Un enfer splendide. Je te le dis, Wicker. La Barbade n'aura pas notre peau. 6 janvier 1686, le navire entre dans le port de Bridgetown, capitale de la Barbade. Une cité portuaire fortifiée qui abrite une imposante garnison, base militaire de l'expansion britannique dans les Caraïbes. La Barbade est le premier exportateur de sucre au monde. Le sucre, un produit de plus en plus apprécié en Europe. Du fait de la forte demande, son prix augmente. Tous s'enrichissent, exportateurs, armateurs, trafiquants d'esclaves et capitalistes financiers. Des milliers d'esclaves africains travaillent à la Barbade. Pour grossir sa main-d'œuvre, l'Angleterre y expédie aussi ses condamnés de droit commun et ses opposants politiques. Sur le quai de Bridgetown, les maîtres des plantations sucrières attendent à l'ombre des figuiers barbus en regardant le navire accoster. Cette cargaison tombe bien, la récolte de la canne à sucre vient juste de commencer. À peine débarqué, Henry Pittman va être vendu comme esclave au planteur Robert Bishop. Le capitaine nous a trompés. Comment ai-je pu penser qu'il allait nous libérer? Il a empoché notre argent et il a disparu. Mon frère est désespéré. Les colonies. Un monde sans foi ni loi. Pourquoi? Pourquoi Dieu fait-il aujourd'hui de moi un misérable esclave? Allez, plus vite, alignez-vous! Je vous donne connaissance de la loi d'exception édictée par le gouverneur de la Barbade. Une rébellion des plus horribles a été menée contre Sa Majesté par feu le duc de Monmouth, contre la personne très sacrée de Sa Majesté, pour jeter à bas sa couronne. Les traîtres auraient mérité la peine capitale s'ils n'avaient plus à Sa Majesté, dans sa grande clémence, de leur épargner la vie. Silence! Les rebelles déportés aux colonies de l'Amérique seront contraints de servir les acheteurs et propriétaires qui feront l'acquisition de leurs personnes et d'accomplir tout ordre de leur maître. Silence! Toi, ouvre la bouche. Bien. Quel était ton métier à Londres? Menuisier. Bonne recrue. J'en donne 15 livres. Et toi? Chirurgien. Ouvre la bouche. Non. Ouvre la bouche. Chirurgien, hein? Très utile. Je le prends pour 20 livres. Toi, ouvre la bouche. Il est malade, celui-là. Méchante marchandise, j'en veux pas. C'est mon frère.
Il reste avec moi. Ma plantation n'est pas un hôpital de charité. Vous nous prenez tous les deux. Sinon... Sinon quoi? Ah, d'accord. Tu le remettras sur pied. Je prends les deux pour 25 livres. Un médecin, ce sera très rentable pour moi, vu que tu me reverseras tout ce que tu gagnes. Pas question. Tu te crois où? Toi, ta science. Tu m'appartiens, tu comprends? Moi, mon frère aura-t-il un logement décent? L'esclave demande un traitement de faveur. Un rebelle qui voulait assassiner le roi. Alors je travaillerai au champ avec les esclaves noirs. Et ne vous avisez pas de tomber malade, monsieur Bishop. Montez dans la charrette! Et toi, Pitman? Dès qu'on arrive, tu seras mis au fer. En plein soleil. La brûlure te fera passer le goût de la mutinerie, crois-moi. Allez, vous autres! Arrivé dans la plantation, en effet, Pitman est enchaîné toute la journée. Le soir, il est conduit dans la grande case, le dortoir des esclaves. Les Africains, échangés contre des tissus, des alcools ou des armes à feu, ont été conduits à travers l'Atlantique jusqu'aux Caraïbes et vendus comme esclaves. Les navires repartent ensuite vers les ports d'Europe chargés de sucre. Ce commerce triangulaire génère des profits colossaux. Aux premières heures du jour, les esclaves sont réveillés par une cloche. Ils partent travailler au champ, encadrés par des contremaîtres européens à cheval, fouets aux côtés. L'hiver, les esclaves préparent les champs, nettoient lianes et mauvaises herbes, épierres et sarcles. Les femmes et les enfants plantent les boutures. Au moment de la récolte, du lever au coucher du soleil, les esclaves, une machette à la main, coupent les cannes à sucre de 4 mètres de haut. Est-il possible qu'un chrétien puisse tirer profit de la vente d'un être humain? Qu'un chrétien fasse commerce de la vie? Aïe! Tu n'as pas de blessé, John. C'est la gangrène assurée. Quoi? Je serai obligé de couper le doigt. Ah, c'est vrai. Comment je ferais menuisier à Londres sans ma main? Ouais, fais attention. On doit rentrer entier. Et à propos, t'as parlé avec ton ami? Le protestant que tu soignes à Christchurch, il veut bien nous aider? Ouais, il refuse. Il a peur. C'est vrai qu'il risque de se faire confisquer tous ses biens. Faut trouver quelqu'un d'autre si on veut s'évader. Il suffit de trouver une chaloupe. Il suffit. T'en as de bonnes. Chut. Voilà, Bishop. Pitman, va voir, ça vient du moulin. Non, je ne soigne personne. Va voir, obéis! Dans ce cas, je demande pour moi et mes camarades déportés. Embarquez-le au moulin. S'il le faut, traînez-le avec la charrette. Le pressoir à canne à sucre. Pour qu'à Londres, on se régale de sucre candy, on ne compte pas ici les mains arrachées, les doigts broyés. Si les honnêtes gens savaient le prix du sucre, on foule aux pieds toute charité humaine ici. Voilà le blessé. Mais c'est une femme. Une esclave. N'approchez pas. Baisse ce couteau, je suis esclave comme toi. Je suis médecin. Montre ta blessure. Déporté? T'es arrivé il y a pas très longtemps alors? Condamné pour rébellion, c'est ça? Oui. Comment tu t'es fait ça? La courroie des rouleaux sur le pressoir. Tu voulais la sectionner, c'est ça? Du sabotage, quoi. Non mais n'aie pas peur. Je ne dirai rien. Attends. Je vais resserrer le pansement pour bien fermer la plaie. Je vais nettoyer ça. Tiens, bois. Poisson salé, bœuf séché. Et les esclaves, c'est notre seule nourriture. Il faut boire. Toi aussi, docteur, tu es esclave? Oui. Je m'appelle Henry Pitman. Et moi, Zimba Gomez. Tu regardes mon épaule? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ces 2 lettres, là. TF. Traître, fugitif. J'ai voulu m'évader, ils m'ont reprise, fouettée, mise au pilori un jour de marché et marquée au fer rouge. J'avais l'idée de gagner une île déserte. Ah oui? Il y a des îles désertes? Elles sont loin? Pas loin, même tout près. Il y en a plein. J'avais volé une barque. Une île, c'est facile à surveiller. D'où viens-tu? Je suis né ici. Ma mère est née en Afrique, dans un petit village de la côte ouest, arraché à sa terre pour être enfermée dans cet enfer avec des milliers d'entre nous.
Mon père, un de ces petits blancs-coques de village, peut-être. Bishop, attention, il vient. Alors, on bavarde? Vous voulez pas une tasse de thé? Oui, pourquoi pas. Pittman, il faut te le mettre bien dans la tête. Le code n'impose qu'une seule chose aux propriétaires d'esclaves. Vous donnez des vêtements et rien d'autre. Je peux te couper le pied, te pendre dans une cage sans même risquer une amende. Vous pouvez nous ôter la vie comme bon vous semble. Tiens, elle. Rien ne m'oblige à la faire soigner. Si ce n'est qu'elle est jeune et robuste et que je peux en tirer encore profit. Maintenant, tais-toi et finis le pansement. Vous seul décidez du châtiment, mais vous êtes le créateur en personne. Un mot de plus et je te... N'est-ce pas ici le royaume d'Angleterre? Il faudrait d'après toi que les esclaves soient jugés dans un procès comme des sujets de Sa Majesté. Non, la justice ici, les propriétaires s'en chargent. La seule loi, c'est notre conscience. Votre conscience, elle doit bougrement endurer si elle est chrétienne. Vous êtes ma propriété, j'ai le droit de vie sur vous. Mon fouet va te le faire sentir. Et si vous me donnez la mort, ce n'est pas un crime? Non, monsieur Bishop, quoi qu'en dise votre code, tous les êtres humains ont une âme. Et au jugement dernier... Le jugement dernier, t'es médecin ou prédicateur? Je vais te faire taire à la fin. Tu as 5 minutes pour finir le pansement. Monsieur Pittman, je me pose toujours cette question. Pourquoi les Européens font-ils des lois qui les autorisent à faire des choses ignobles? Parce que les lois leur semblent être la marque de la civilisation, même si elles instaurent la barbarie. He buys me, he won't kill me, oh. He buys me, he won't kill me, oh. For he kills me, he ships me regular. Ooh. Tout le monde dort. Bishop est cruel et sans conscience. Mon frère est mort. La faim, la fatigue et les coups l'ont tué. William, il est mort en esclave. Mais que faire? S'évader et mourir en fugitif? Non. C'est impossible. Je vais attendre le pardon royal. Plus que 8 ans et 6 mois, après tout. Henry Pittman a des amis dans l'île, des Quakers comme lui. Les Quakers forment un courant du protestantisme profondément égalitaire, hostile à toute hiérarchie. Après les persécutions religieuses en Angleterre, beaucoup d'entre eux ont gagné les Caraïbes pour y vivre leur foi en paix. Nombreux à la Barbade, ils ne se compromettent ni avec les esclavagistes des plantations, ni avec les autorités de l'île. Pittman finit par convaincre ses amis Quakers de lui venir en aide. Avec 8 de ses compagnons, ils préparent un plan d'évasion. Le 9 mai 1687, les festivités réunissent en ville les maîtres et toute la garnison. À 11h du soir, dans la nuit noire, Pittman conduit ses compagnons dans un hangar sur le port, sous les fenêtres du palais du gouverneur. Les amis ont tout préparé dans ce hangar. Du pain, du fromage en quantité, du vin de Madère, un baril d'eau. Allez, emportez tout ça sur la plage. Et le coffre? Qu'est-ce qu'il est lourd! Attends. Ça doit être Ouais, c'est ça. Les instruments de navigation. Un compas, un sablier. Et dans celui-là... les outils. Hachette, marteau, scie, clous pour réparer le bateau. Ouais. Il y a tout ce que j'avais demandé. Thomas, emporte cette caisse. Ah non, elle est trop lourde, moi je prends les fusils. Henry, c'est pour nous les fusils? Oui, c'est pour nous. Là, ce sac aussi. Une lanterne et des chandelles. Ils ont pensé à tout. Je le prends.
Alors allons sur la plage. Pas un bruit. Cachez-vous derrière les rochers. Les soldats font des rondes tous les quarts d'heure. Je vois pas de chaloupe. Elle est amarrée à quelques mètres de là. Sur la côte, là-bas, regarde. Il faudrait la ramener près du bord pour embarquer le matériel. J'y vais à la nage. Ce n'est pas loin. On n'y voit rien. Ah, la voilà. Les gardes du palais sur le rempart, avec des lampes pour éclairer le rivage. Le faisceau s'approche de moi. Ils vont me voir. Je plonge. Ils ne m'ont pas vu. Avançons. Je touche quelque chose. C'est la coque. Pas bien grande, la chaloupe. Il s'éloigne. Reste à couper le cordage qui retient les sacs de sable. Le cordage est épais. Le souffle me manque. Ça y est. Je vais la tirer jusqu'au rivage. Voilà. Vite! Chargez la chaloupe. Pas de bruit! Aïe! Ah, j'ai mal à la cheville. Tu es tombé dans les rochers. Ça va, perdons pas de temps. C'est ça votre fameuse chaloupe? Pour 8 personnes? Moi je monte pas là-dedans. Chut. Les chiens du palais. Les gardes reviennent. Ils dirigent leur lampe vers nous. Éteignez la lanterne. C'est bon. Ils abandonnent. Ils sont trop sous les vénards. Vite, vite, il faut partir. Thomas, tu en es, oui ou non? Est-ce que j'ai le choix? Prenez les rames. On va longer les rochers, juste sous la forteresse. Ils ne peuvent pas nous voir. Nous la liberté. Oh là là, on va chavirer. Tu te taire. On est encore à portée de mousquet des gardes. Plus loin, on allumera la lampe pour se repérer. Le bateau est plein d'eau. Mais tu n'as qu'à écoper, allez. Ah non, j'ai le mal de mer si je me penche. Allez, écope. Tu veux couler? Nous voilà hors de danger. Levez le mât. Ils sont à la voile. Direction Curaçao, propriété du royaume des Pays-Bas. Là-bas, la loi britannique ne s'applique pas. Nous serons libres. Voilà 5 jours que je suis à la barre, nuit et jour, et je ne sais absolument pas où on est. Je me repérais aux étoiles, mais cette nuit, dans la tempête, on a doublé les îles Grenadines, je crois. Le cadran de navigation est constamment brouillé par le mouvement de la mer. Cap sud-sud-est. Allez, vent debout! Vent debout! Allez les gars, on rame! Le lendemain matin, 16 mai 1687, Henry Pittman voit s'étendre devant lui, sous le soleil, les plages d'une île qui semble déserte. Mais sur la mer, surgissant des rochers, un canoë vient à leur rencontre. Les hommes à son bord pagaient à la façon des Indiens. Pittman ordonne à ses compagnons de mettre en joue. Ils s'apprêtent à ouvrir le feu quand un des pagayeurs les interpelle. Ce sont en réalité des corsaires. Ils servaient, explique-t-il, sous les ordres du célèbre Jan Willems, qui les a envoyés sur cette île nommée Saltatudos. Leur mission était de voler aux Indiens leurs pirogues, des embarcations rapides utiles pour prendre la ville de Saint Augustine en Floride. Mais pendant que ces hommes pourchassaient les Indiens, leur capitaine a levé l'ancre sans eux. C'est ce que les corsaires racontent à Henry Pittman et ses compagnons. La nuit tombant, Henry Pittman les accueille dans les petites huttes qu'ils se sont construites et tous s'endorment. Mais au matin... Où est la chaloupe? Tu as déplacé la chaloupe? Non,
Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Thomas, grimpe sur le rocher. Elle a peut-être cassé l'amarre et dérivé. Tu la vois? Rien de rien. Les salauds, ils sont partis avec. On n'a plus aucun moyen de partir d'ici. Et alors? Qu'est-ce qu'on va devenir? On va crever là comme des crabes au soleil. Oh mon Dieu, mon Dieu! Ça me flanque une de ces trouilles d'un coup, je peux plus avaler ma salive. Nous voilà abandonnés là. Mais combien de temps avant qu'un bateau passe par cette île perdue? Alors tu les trouves toujours aussi amusants, Thomas? Ça va! C'est pas le moment de se disputer. Chacun de nous aura son utilité. Allez, prenez les fusils. On va faire le tour de l'île. Ils sont partis sans moi. T'avances pas, l'Indien! Mon nom est Arawak. Les corsaires sont venus avec les fusils et les chiens de combat. Mon peuple est mort. Ils n'ont gardé que moi. Baisse ton fusil, John. Il va nous être utile. On va devoir reconstruire notre chaloupe. Tu sais où il y a une forêt ici? Il n'y a aucun arbre ici. Mais sans bois de charpente, impossible de reconstruire une chaloupe. Naufragés sur une île déserte. On va y rester? Oh mon Dieu. Sortez-moi de là! Tais-toi, Thomas. Par pitié. Tu sais où on peut trouver de l'eau douce? Ça, je le sais. Dans une crique un peu plus loin. Quand la marée est basse, il y a une source. Pas de temps à perdre, suivez-moi. Quatre longs mois passent. La vie s'organise peu à peu sur l'île. Située à 500 km de la Barbade, au large du Venezuela, mais il l'ignore, Salta-Tudos mesure 20 km de long et 4 de large. Les naufragés survivent dans des huttes sur le rivage, avec les quelques ustensiles qu'ils ont emportés de la Barbade. Heureusement qu'Arawak est là. Sans lui, je ne sais pas si nous serions encore en vie. Est-ce qu'un jour nous rentrerons en Angleterre? Jamais nous n'en parlons. Mais nous y pensons, sans cesse. Monsieur, si vous partez, que ferez-vous de moi? Tu as peur de nous. Je comprends. Tu nous aides à survivre tandis que nous, les Européens, nous exterminons les tiens. Nous étions des milliers et des milliers dans toutes les Caraïbes. Et je crois nous ne sommes plus que quelques centaines. J'ai été l'esclave de ce peuple barbare. Il est sans pitié quand il s'agit de son profit. L'argent. Tu ne peux comprendre. Moi non plus. La marée monte. C'est le moment. Je crois que j'ai vu sous le rocher. Je croyais avoir vu une langouste, mais non. J'ai beau m'entraîner, je n'arriverai jamais à viser comme tu fais. Un poisson, ça bouge tout le temps. La flèche est vive. Elle doit être plus rapide que lui. Là! Regarde. Il est énorme. Ta flèche ne l'aura pas. Attention, reviens. Je vais tirer. Premier coup de fusil tiré ici depuis la création du monde. Je l'ai loupé. Il était énorme. Votre coup de fusil a fait fuir les poissons. Inutile de rester, rentrons. Dommage. Je crois que c'était un thon. Ça nous aurait changé de la tortue. C'est très rare qu'il s'approche si près du rivage. C'est drôle. Les morceaux se contractent. On dirait qu'ils sont toujours vivants. Ne mets pas la broche trop près du feu. Qu'est-ce que tu vois, Thomas? Toujours pareil! 2 îlots à 3 lieues à l'ouest, tout aussi déserts que le nôtre. Et sinon, rien! Qui lui dit qu'un jour, je me régalerai d'une tortue de mer. Elles n'ont pas le goût de poisson du tout. C'est drôle, hein? Parce qu'elles se nourrissent de plantes sur le rivage. Oh mais... Non, pas possible. Ça doit être un reflet du soleil sur les vagues. Oh mais si! Si, une voile! T'es sûr? Venez voir! Tirons des coups de mousquet pour nous signaler! Le drapeau noir des pirates! Un galion de 48 canons! On dirait celui de Jan Willems. 29 septembre 1687. C'est en effet Jan Willems qui revient de Floride, son navire chargé du butin des pillages commis sur les côtes espagnoles. En repassant par l'île de Salta-Tudos, il a décidé de s'arrêter et d'envoyer une chaloupe. Vous voyez ces naufragés? On m'a dit qu'il y avait un médecin parmi eux. J'ordonne sa capture. Ramenez-le à bord. Que vient-il faire ici? Ils viennent nous voler.
nous voulez quoi, Thomas? Thomas. Écoutez-moi, s'il accepte de nous embarquer, nous sommes sauvés. Alors, c'est toi, Doc Pittman, le chirurgien du duc de Monmouth, le rebelle. Vous êtes Ian Willems. Eh ouais, serviteur, Doc. Vos pirates ont volé notre chaloupe, ces bandits. Depuis, nous sommes coincés sur cette île déserte. Ils m'ont dit que tu es médecin. Tu ne t'ennuieras pas avec nous. Blessure à l'épée, viande avariée, sans parler des maladies tropicales. Je ne serai jamais des vôtres. Tu es déjà des nôtres. Déporté politique, fugitif. L'Angleterre a commis une grave injustice quand elle m'a condamné à la déportation. Un coup du sort. Il ne tient qu'à toi de renverser ta destinée et de faire ta fortune. Viens avec nous. Devenir un pillard? Un forban? Un ennemi du genre humain? Non. Dieu va me venir en aide. J'ai confiance. Écoute, Doc. Quand des types comme moi demandent quelque chose, en général, ça se discute pas. Si j'accepte, mes camarades monteront à bord avec moi. Impossible. L'équipage a voté. Toi seul peux venir. Je vais faire lever l'ancre. Il n'est pas question que je parte sans eux. Non, mais t'as déjà vu ça? Je suis tout ce qu'il y a de pacifique, et puis quoi? Tu sors un couteau? Un médecin suriner les gens? Tu ne le feras pas, Doc. Faites chercher mes amis ou je refuserai de soigner qui que ce soit. Je suis d'accord. Mais seulement quand on fait comme je veux. Je ne pars pas sans eux. Fort bien. Adieu. Mais tu dois savoir que nous faisons route vers le nord. Réfléchis. Si tu viens, dans 6 mois, tu es à Londres. Mais si tu préfères rester sur ton caillou, reconduisez le doc. Attendez! Qu'est-ce qui se passe? On dirait que le bateau s'en va. Avec Pittman. Pittman. Tu vas pas nous faire ça? Il s'en va sans nous, tu crois? Pittman! C'est John! Ton vieux camarade! Et tu veux pas m'abandonner seul ici? Après avoir fait promettre à Ian Willems qu'il enverrait un navire sur l'île, Henry Pittman quitte Saltatudos avec les corsaires. Pendant de longs mois, le navire va écumer l'archipel des Bahamas, capturer des navires, piller des ports. Porto Rico, puis Hispaniola et finalement New Providence. Sur cette île est installée une petite république de Quakers qui refuse de se dire seigneur propriétaire ou colon et s'organise sans gouvernement. À New Providence, Ian Willems décide d'abandonner la piraterie. Il prend la direction du nord et 2 mois plus tard, il débarque à New York. Puis, voyageant sous un faux nom, Henry Pittman met 5 semaines à traverser l'Atlantique et rejoint le sud de l'Angleterre, d'où il gagne Londres et retrouve les siens. Ah, ça oui, on t'en a voulu. Thomas disait, vous dites que je pense qu'à moi, et Henry, qu'est-ce qu'il fait? Mais Ian Willems vous a envoyé un bateau. J'ai insisté pour qu'il le fasse. Oui. Et Thomas est parti avec. Et toi, pourquoi tu n'es pas parti? Le bateau était trop gros, trop difficile à manœuvrer. Si t'avais été là, je ne dis pas. D'ailleurs, ils se sont échoués. Et toi, comment tu t'en es sorti? Un jour, un Anglais est arrivé. On était en caleçon, la peau tannée. Il nous a pris pour des Indiens. Arrivé, tu veux dire à pied? Oui. Il avait échoué, son bateau sur la côte ouest de l'île, tu sais, où vous alliez pêcher avec Arawak. C'était une frégate. Moi, je l'ai aidé à réparer et en route. C'est après que ça a mal tourné. Dans les Bahamas. On est tombé aux mains d'un navire espagnol. Ils nous traitaient comme des esclaves. On faisait la lessive, on lavait le pont. Mais comment ça... Attends. Et un jour, ils ont pris un navire anglais et ils ont demandé une forte rançon au gouverneur de la Jamaïque pour le libérer. Le gouverneur a payé et par miracle, les Espagnols ont accepté de nous libérer aussi. Dire que toi, pendant ce temps-là, tu étais aussi avec des pirates. Mais grâce à eux, j'ai rejoint New York. Et là, sur qui je suis tombé? Tu ne devineras jamais. Je sais pas... un gars de la Barbade? Exact. Un soldat du gouverneur. Il m'a raconté ce qui s'était passé après notre évasion. Bishop a loué un voilier pour aller à notre recherche, à droite à gauche. Des rumeurs couraient. Un jour, quelqu'un lui a juré qu'on était prisonniers sur l'île Saint-Christophe. Il a dû être fou de joie et se vanter des châtiments raffinés qu'il allait nous infliger. Ouais, finalement, ils ont conclu qu'on avait péri en mer. Mais à présent, il doit faire grise mine, parce que pendant ce temps-là, à Londres, il s'en passait des choses. Ça oui, nous avons notre revanche. Et tout de même, on aura vécu une sacrée aventure. Ça oui. Quelque chose d'unique, que de souffrance et d'aventures étranges.
survivre sur une île déserte. C'était notre destinée, Pittman. Bon, j'y vais. La nuit tombe. Elle est belle, ta boutique. Apothicaire. Ça me va très bien. J'invente des remèdes avec de nouvelles plantes. Tiens. Il manque une étiquette sur celui-ci. Et toi? Toujours menuisier? Oui, grâce à mes 2 mains. Ah. Bon, je reviendrai. Parler des Caraïbes. Adieu, Henry. Durant l'hiver 1689, Henry Pittman est rentré à Londres. Pendant les 3 ans qu'il a passés dans les Caraïbes, la situation politique a changé du tout au tout en Angleterre. Le roi Jacques II, après avoir exécuté ou déporté les rebelles, a régné en monarque absolu, ce qui souleva le pays contre lui. En janvier 1689, le Parlement offrit la couronne à un opposant de Jacques II, Guillaume d'Orange. Henry Pittman, qui avait quitté sa terre natale en traître banni du royaume, revint presque en héros. Il fut même autorisé à publier le récit de sa déportation et de son évasion sous le titre « Aventure dans les Caraïbes ». Ne suis-je pas un peu pirate, au fond? Quand j'y pense, quelques principes chrétiens et la providence, c'est tout ce qui me restait pour me tirer des eaux profondes où j'aurais dû périr. Les Caraïbes, la peur d'y laisser sa peau, la joie quand on y a échappé. Après tout, peut-être que c'est ça, la liberté. Monsieur? Tiens, c'est mon livre que vous tenez à la main, là. Mais je vous connais. N'êtes-vous pas ce partisan du duc de Monmouth qui a survécu à la bataille de Bridgewater? Daniel Defoe? Les aventures de Henry Pittman, le premier Robinson Crusoe, de Christine Spianti, avec Henry Pittman, Antoine Joly, John Wicker, Julien Campagny, Zemba Gomez, Jade Herbulot, Robert Bishop, Christophe Desposti, Thomas Austin, Solal Perret-Forté, l'Indien Arawak, Clément Laguarde, Yann Willems, Théo Comby-Lemaître, bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Manuel Couturier et Étienne Collin, assistante à la réalisation Claire Chénaud, réalisation Cédric Ossire. Stéphanie Duncan sur France Inter. Baudouin-Millet, Henry Pittman a eu une sacrée veine quand même de revenir vivant de toutes ces aventures. Et oui, à la lecture du livre Aventures dans les Caraïbes, qui a été très bien traduit et présenté par Sophie Joran, il y avait vraiment des chances de survie très très limitées, autant que celles de Robinson Crusoe. Qui pourtant, lui, est resté plus longtemps, enfin, donc dans le roman en tout cas. Alors oui, 28 ans, c'est un peu plus... 28 ans. Oui, presque 28 ans. Ouais. Alors Pittman revient en Angleterre en 1689 et publie rapidement son livre, tout en ouvrant, on l'a entendu, une boutique d'apothicaire à Londres. Alors l'histoire que je viens de raconter se termine lorsqu'un client entre dans sa boutique et que, oh surprise, Pittman reconnaît en lui un certain Daniel Defoe. Benoît Millet, est-ce qu'il existe un mystère Pittman-Defoe, comme la fiction le suggère ? Alors, on peut se poser la question, comme on s'était posé la question pour l'autre modèle qui est Alexander Selkirk, est-ce que Defoe et Selkirk se sont rencontrés? La donc réponse est la même. Selkirk qui était un marin écossais qui a vécu... Oui, la source attestée, la classique, celle qu'on donne du roman, donc c'est-à-dire cette histoire de 4 années de vie sur une île déserte solitaire, cette fois-ci, et non pas en groupe comme pour Pittman. Dans une île du Pacifique Sud, je crois, au large de Massatira, oui, sur l'archipel de Juan Fernandez, à peu près 800 km du Chili. Mais Selkirk a été considéré comme peut-être un interlocuteur de Defoe dans les années 1710 à son retour de Massatira. Pour ce qui est de Pittman, ils ont pu se rencontrer au moment de la rébellion du duc de Monmouth, parce qu'il n'était que quelques centaines de soldats à s'être ralliés au duc pour renverser Jacques II. Et puis ensuite, il y a plusieurs possibilités pour eux de s'être côtoyés. Dans les années 1660, ils habitent à peu près le même quartier londonien. Ils appartiennent à la mouvance dissidente l'un et l'autre. Alors Defoe n'est pas encore un écrivain. Il est encore bonnetier, c'est-à-dire qu'il a une activité commerciale. Il devient écrivain dans les années 1690, un petit peu plus tard. Mais ça n'empêche pas qu'il ne soit un lecteur
et qu'il soit tombé sur le compte-rendu de Pittman, qu'il en ait fait quelque chose 30 ans plus tard, quand il écrit Robinson Crusoe. Et qu'est-ce qu'il y a aussi de commun ou de différent d'ailleurs entre les livres de Pittman et de Defoe dans les faits, dans le style aussi, dans les idées. Il y a l'idée d'une survie à bord d'une île déserte. Il y a des éléments qui sont liés à cette survie comme la nourriture qui est utilisée. Alors Robinson Crusoe a des chèvres. Mais ils mangent aussi des tortues. Or, dans le récit de Pittman, il y a des tortues marines. Ils en ont ras-le-bol, d'ailleurs. C'est une source un peu... Alors, ils aiment bien, ils la mangent à la broche, et ils préféraient la manger en ragoût. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à fabriquer des pots. Or, Robinson, lui, parvient à fabriquer des pots en terre pour faire du ragoût. Il y a d'autres éléments. Il y a le fait qu'il y ait des références aux insectes, par exemple. Et puis, il y a un élément du point de vue du titre des deux œuvres, puisque aussi bien Defoe que Pittman parlent d'aventures étranges. Ils vont avoir le même éditeur, ça c'est troublant. Alors, ils ont un éditeur, le père de John Taylor, le père, et William Taylor, le fils, pour Robinson Crusoe. Alors, si on veut trouver des différences, il y en a une qui est assez majeure, c'est que le récit de Defoe est beaucoup plus long. Oui. Pittman a écrit un opuscule qui circulait comme ça sous le manteau, mais c'était pas véritablement un livre relié. Le livre de Defoe, c'est un livre qui coûte 5 shillings, ce qui n'est pas négligeable. Ah oui, 5 shillings, c'est déjà quelque chose. Qui est relié, qui connaît une suite au mois d'août suivant en 1719 et une troisième partie en 1720. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus massif, hein. C'est pas un simple opuscule. Et dans les idées développées, il y a une dénonciation de l'esclavage par les deux auteurs ? Chez Pittman, il y a une dénonciation des chrétiens qui réduisent en esclavage d'autres chrétiens. Le discours sur l'Indien Arawak, dont on utilise les services, est un peu plus mitigé. Enfin, on ne sait pas ce qui arrive à cet Indien, mais il y a quand même un discours anti-esclavagiste pour les Européens, interne aux Européens. Et chez Daniel Defoe ? Chez Defoe, on lui a reproché assez vite de ne pas tenir un discours anti-esclavagiste. Il ne remet pas en question le système esclavagiste, il préconise simplement la bienveillance à l'égard des esclaves, c'est-à-dire l'absence de châtiment corporel. Mais il est partisan du système esclavagiste pour favoriser le développement des colonies qui, en Angleterre à cette époque-là, connaissent un essor assez important. Ces deux livres ont beaucoup en commun, donc vous venez de nous le dire, Baudouin-Millet, mais pour la postérité, c'est quand même Robinson Crusoe de Daniel Defoe qui va l'emporter. Qu'est-ce qui fait que ce roman est toujours lu, est en Pléiade aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que ce roman a été applaudi même par Jean-Jacques Rousseau quand il a été traduit en français au début du XVIIIe siècle ? C'est sans doute qu'il a atteint un discours mythique avec des situations qui sont archétypiques, l'idée d'une survie sur une île. Et puis, il y a des scènes qui sont ancrées dans l'imaginaire. La scène de la découverte d'une empreinte sur le sable qui révèle la présence d'un autre, dont il découvre après que c'est un cannibale. Mais Defoe a renouvelé un petit peu la question de l'anthropophagie en remettant en question la légitimité qu'il peut y avoir à détruire une culture autre. C'est la question qu'il pose après Montaigne. Certes, ces gens-là, ces sauvages, entre guillemets, pratiquent quelque chose que nous réprouvons et que Dieu doit réprouver, mais est-ce que les Européens ne se conduisent pas de manière encore plus inhumaine en pratiquant la torture, par exemple ? Et là, on peut penser à la critique de l'Inquisition qui a cours en Europe au XVIIIe siècle. Et Defoe, à travers la bouche de Robinson, dit explicitement « Les Européens ne sont-ils pas plus barbares que ces peuples qui, en dehors de cette activité d'anthropophagie, sont tout à fait civilisés ?» Il utilise le mot à propos de Vendredi en disant que c'est quelqu'un de tout à fait civilisé, plus que nous, Européens. Il demeure un mystère chez Daniel Defoe qui complique un peu cette histoire. L'auteur de Robinson Crusoe n'a jamais revendiqué la paternité de ce livre. Même au plus fort du succès, il a toujours refusé de dire qu'il était l'auteur. Comment expliquer cela ? À l'ère du prix Goncourt, on ne comprend pas. Oui, dans sa famille puritaine, l'idée d'un recours à la fiction est tout simplement prohibée, puisque la fiction, le produit de l'imagination humaine, c'est une marque de la chute. Donc le produit de l'imagination humaine est réprouvé. Et pour donner un peu de valeur à son récit, Defoe avait besoin de le faire passer pour une histoire vraie. On a pris ce texte pour un récit vrai, signé de Robinson Crusoe.
Merci beaucoup Baudouin Millet. Je rappelle que vous avez dirigé la nouvelle édition de Robinson Crusoe de Daniel Defoe dans la collection de la Pléiade chez Gallimard, un très bel ouvrage. Et à lire également, vous l'avez évoqué, Aventure dans les Caraïbes de Henry Pittman lui-même, édité pour la première fois en français aux éditions Anacarsis avec une excellente introduction de Sophie Joran. C'est la fin pour aujourd'hui d'Autant en emporte l'histoire. Cette émission était en nouvelle diffusion. Vous pouvez la podcaster sur notre site radiofrance.fr où vos commentaires, comme toujours, sont attendus avec impatience, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, il n'y aura pas d'Autant en emporte l'histoire, mais un concert hommage à Françoise Hardy, message personnel, en direct de l'Hyper Weekend Festival. Un concert présenté par l'excellent Laurent Goumard de 20h à 22h. Quant à nous, nous nous retrouverons dimanche 4 février pour évoquer la jeunesse d'un grand artiste espagnol et personnage fantasque, le peintre surréaliste Salvador Dalí. En 1921, Dalí a 17 ans lorsqu'il quitte sa Catalogne natale pour entrer à l'école des Beaux-Arts de Madrid, où il va se lier d'amitié et faire la bringue avec un poète et un artiste promis comme lui à un grand destin, Luis Buñuel et Federico García Lorca. Salvador Dalí, l'éclosion d'un génie, c'est dimanche 4 février à 21h sur France Inter.